Aujourd'hui, on plonge dans une histoire absolument fascinante. Une histoire où une utopie parfaite se transforme en la pire des dictatures et où les héros libérateurs deviennent eux-mêmes des tyrans. C'est un des récits les plus puissants jamais écrits. Tout part de cette question, une question qui fait froid dans le dos. Imaginez un peu, des opprimés qui prennent enfin le pouvoir portés par de grands idéaux de liberté, d'égalité. Mais que se passe-t-il Que se passe-t-il quand ce même pouvoir commence à les ronger de l'intérieur? Et derrière cette histoire, il y a cet homme, George Orwell. En 1945, il publie cette fable politique, et c'est une véritable bombe. Attention, ce n'est pas juste une petite histoire avec des animaux qui parlent. Non, non, c'est une allégorie de la révolution russe. Et surtout, un avertissement universel sur la façon dont les plus belles révolutions peuvent être trahies. Allez, on commence par le début. Première partie, la promesse d'un rêve. On est à la ferme du manoir. L'ambiance, c'est la misère noire. Le patron, Mr. Jones, est un fermier complètement négligent, souvent ivre. Pour les animaux, la vie c'est simple, travailler jusqu'à l'épuisement. Point. Et puis, il y a ce discours, le discours qui va tout changer. C'est Sage l'Ancien, un vieux cochon très respecté, qui prend la parole. Et ce qu'il dit est explosif. La source de tous leurs problèmes, c'est l'homme, ce parasite qui ne fait que consommer ce que eux, les animaux, produisent. L'idée est simple mais redoutable. Virez l'homme et toute la richesse vous appartiendra. L'étincelle est allumée. Alors, qui sont les personnages clés dans cette histoire? On a Singe l'Ancien, le visionnaire, il y a Malabar, ce cheval de trait d'une force incroyable, et surtout d'une loyauté à toute épreuve. Benjamin, l'âne un peu cynique, celui qui a tout vu et qui ne croit plus en rien. Et puis il y a les deux cochons qui vont prendre la suite. Boule de Neige, l'idéaliste, le brillant orateur, et Napoléon, plus silencieux, calculateur et carrément impitoyable. Après la mort de Sage l'Ancien, les cochons reprennent ces idées et créent une doctrine, l'animalisme. Pour que tout soit clair, ils peignent les règles sur le mur de la grange. Ce sont les 7 commandements, des lois sacrées, intouchables. Et la plus importante, la clé de tout, c'est la dernière. Tous les animaux sont égaux. C'est la base de leur nouvelle société. On passe à la deuxième partie, la révolution en marche. Et en fait, la rébellion, elle arrive beaucoup plus vite que prévu. Un soir, Jones, encore une fois ivre, oublie de nourrir les animaux. C'en est trop. La faim est plus forte que la peur, et dans un élan spontané, ils se soulèvent et chassent leur maître. Et voilà, c'est fait. La victoire est totale. Jones et ses hommes sont hors jeu, chassés de la propriété. Le premier geste symbolique est de renommer le lieu. Fini la ferme du manoir, désormais ce sera la ferme des animaux. Tout, absolument tout, leur appartient. C'est une euphorie totale. Les animaux brûlent tout ce qui leur rappelle leur ancienne vie d'esclaves. Les fouets, les rennes, les morses, tout y passe. Pour la toute première fois de leur vie, ils travaillent pour eux-mêmes. Le goût de la liberté est incroyable. Ils sont fiers, unis, pleins d'espoir. La première moisson est un succès phénoménal, bien meilleur que tout ce que Jones avait jamais fait. C'est la preuve que leur système marche. Mais il y a un petit détail qui cloche. Le soir de la révolte, le lait qu'on a tiré des vaches a disparu. C'est le tout premier signe, très subtil, que l'égalité promise n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Et c'est là qu'on entre dans la troisième phase, le pouvoir aux cochons. Assez vite, tout le monde accepte que les cochons, considérés comme les plus intelligents, dirigent les opérations. Sauf qu'à l'intérieur de ce petit groupe de leaders, une rivalité terrible va naître. Cette rivalité, c'est vraiment le choc de deux visions. D'un côté, on a Boule de Neige, l'idéaliste. Il rêve de moderniser la ferme, d'éduquer tout le monde, de débattre. De l'autre, il y a Napoléon, le pragmatique brutal. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le contrôle, le pouvoir, tout de suite, par la force s'il le faut. Et tout ce conflit va se cristalliser autour d'un projet, le moulin à vent. Boule de Neige a un plan génial, construire un moulin pour avoir de l'électricité et ne travailler que 3 jours par semaine. Napoléon, lui, trouve ça ridicule. Il dit qu'ils vont tous mourir de faim en perdant leur temps avec ça. La ferme est complètement divisée. Arrive le jour du vote. Boule de Neige fait un discours brillant. Il est sur le point de convaincre tout le monde. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Napoléon pousse un cri terrible, et 9 chiens énormes, féroces, les chiots qu'il avait secrètement élevés, déferlent dans la grange. Les chiens foncent droit sur Boule de Neige. Il ne s'en sort que de justesse en s'enfuyant à toutes jambes. Il est banni de la ferme, pour toujours. Il n'y a plus de débat. La force a gagné. Napoléon est maintenant le seul et unique chef. Quatrième et dernière partie, la tyrannie s'installe. Et là, le rêve commence vraiment à virer au cauchemar. Une fois Boule de Neige éliminée, Napoléon et les cochons mettent en place un régime de terreur. Ils vont méthodiquement détruire un par un tous les idéaux de la Révolution.
Pour faire passer la pilule, Napoléon a une arme secrète. Brieux-Babille, son maître de la propagande. Son boulot, justifier tous les privilèges que les cochons s'accordent. Sa technique est simple mais diablement efficace. La peur. Dès qu'un animal proteste, il sort l'argument massu. Vous ne voudriez quand même pas que Jones revienne, si? Et regardez un peu la méthode. C'est insidieux. Les cochons s'installent dans la maison de Jones. Ils dorment dans les lits. Quand les autres s'en étonnent, ils vont vérifier le commandement sur le mur. Et là, surprise, la loi a été un peu modifiée. Il n'est plus écrit « Nul animal ne dormira dans un lit », mais « Nul animal ne dormira dans un lit avec des draps ». C'est une manipulation lente et constante de la vérité. Et face à ça, que font la plupart des animaux? Eh bien, comme le loyal Malabar, ils se disent qu'il faut travailler encore plus dur. Ils ne comprennent pas tout à la politique, mais ils font confiance au chef. Malabar se répète deux phrases en boucle, qui résument tout. Une loyauté aveugle et un dévouement total. Ironie suprême, Napoléon décide finalement de construire le moulin. Mais un jour, une tempête le détruit. Il faut un coupable, c'est obligé. Et le coupable idéal, c'est qui? L'ennemi invisible, le traître, boule de neige bien sûr. À partir de ce moment, chaque problème, chaque échec à la ferme, ce sera de sa faute. C'est l'arme parfaite pour garder le contrôle. Et puis vient le choc final. La transformation est complète. Un jour, les animaux assistent à une scène terrifiante. Les cochons sortent de la maison en marchant sur leurs deux pattes arrière. Ils portent des vêtements. Et Napoléon, lui, a un fouet à la patte. Ils sont devenus exactement comme les humains qu'ils avaient chassés. Le mur de la grange a été repeint. Fini les 7 commandements. À la place, il ne reste plus qu'une seule phrase. Une phrase qui est le symbole de la corruption totale de la Révolution. Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que les autres. Le rêve est mort et enterré. À la toute fin, les autres animaux regardent les cochons et les hommes faire la fête ensemble, et ils n'arrivent plus à les différencier. La boucle est bouclée. La ferme a juste changé de maître, mais la tyrannie est toujours là, peut-être même pire qu'avant. Et ça nous laisse avec la question centrale que pose Orwell. Le pouvoir finit-il toujours par corrompre? Comprendre cette histoire, c'est avoir une clé essentielle pour décrypter les mécanismes du pouvoir.